Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission What's Next CIO. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Andrea Jacquemin, cofondateur en 2017 de l'entreprise BIMI, dont il est l'actuel CEO. BIMI est une entreprise française, elle a conquis une cinquantaine de clients en France mais aussi à l'international. Elle réalise près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et totalise plus de 200 000 postes sur lesquels son extension de navigateur est déployée. Andrea, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé mi-septembre 2024 un pivot technologique majeur. En quoi consiste-t-il? Oui, tout à fait. Il s'agit d'une très grosse évolution pour nous sur une problématique qu'on adresse depuis 2017, qui est celle de l'effervescence technologique des employés dans les entreprises. C'est-à-dire le fait que les employés viennent eux-mêmes aller chercher des nouveaux outils, des nouveaux logiciels qu'ils vont utiliser sans forcément passer par la DSI. Le meilleur exemple de cela, c'est ChatGPT, c'est-à-dire la vague ChatGPT au sein des employés, où ce sont eux-mêmes qui utilisent cette application quotidiennement ou hebdomadairement. On le voit, 10, 15, 20% des employés le font. Ce n'est pas la DSI qui a insufflé ce mouvement. Donc il y a du potentiel chez les employés pour se digitaliser. Et la première chose que nous avons fait au niveau de cette effervescence, c'était observer ces comportements-là, détecter les centaines, voire les milliers d'applications, comprendre leur usage finement et comprendre à quel point ils sont en divergence avec les standards des entreprises. Maintenant, observer n'est pas suffisant et c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette évolution pour faire le bout du geste après l'observation, qui est comment on peut agir sur le comportement des employés, comment on peut les guider pour utiliser les bons standards, comment on peut aussi les écouter pour comprendre pourquoi les standards ne sont pas correspondants ou quels sont les standards qui manquent et comment ces usages-là peuvent devenir de futurs standards. C'est ça la grande évolution dans notre produit. Quel va être l'impact, selon vous, de ce pivot technologique sur le marché? Je pense que cet impact va être assez important et plus important qu'on peut le penser. La plupart des grandes entreprises se sont dotées sur les dernières années d'outils de sécurité comme le CASB, comme le DLP, c'est-à-dire des outils qui vont venir mettre en œuvre des politiques de sécurité assez coercitives et assez dures envers le comportement des employés, ce qui est absolument nécessaire parce qu'il y a des comportements qui peuvent créer des risques extrêmement forts. Donc cette amplification autour de ces outils-là était nécessaire. Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'arriver à collaborer avec le métier. Tout l'enjeu, c'est de créer les conditions de l'écoute des employés parce que derrière ce qu'ils font, il y a aussi du potentiel. C'est tout l'enjeu de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire comprendre ce qu'ils font, les rediriger, travailler avec eux, écouter les raisons pour lesquelles ils utilisent des applications qui n'existent pas aujourd'hui dans l'entreprise et changer les comportements autour des standards. Parce que derrière les standards, il y a des centaines de millions d'euros de budget. Et si on veut changer le comportement d'employés sur les standards, il ne s'agit juste pas d'avoir une approche binaire en disant « je bloque », qui est un peu l'approche de ces outils de sécurité. Il s'agit d'accompagner les employés, de donner de la transparence, de les guider vers le standard. Et c'est ça, un peu le diable est dans le détail sur ces approches-là, et c'est cela qu'on construit avec nos clients. Alors la confiance, c'est aussi la privacy. En quoi votre solution est-elle privacy by design? Et ça, c'est aussi un point qui est très important pour nous. Lorsqu'on a travaillé sur cette R&D, on s'est dit immédiatement, on veut faire quelque chose qui protège la vie privée des employés. Et on a conçu notre solution en privacy by design, d'une part parce que de toute façon, ce sont les exigences de la RGPD, et d'autre part parce que c'était pour nous philosophiquement essentiel. Si on veut faire évoluer le comportement des employés, il faut qu'on crée le terrain de jeu de la confiance. Et la confiance n'est pas dans le tracking individuel des employés. Elle est dans le fait que, oui, quand il va avoir un comportement, on va envoyer un message. Mais on ne va pas partager au client qui a eu ce comportement. Donc on l'a conçu de cette manière, de sorte à ce que nous n'ayons jamais les données en clair des utilisateurs et nous ne donnons jamais des données nominatives à nos clients. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un impact individuel sur les collaborateurs selon leur comportement et des politiques déjà définies. Alors, allons dans le concret. Est-ce que vous pouvez nous partager 3 cas d'usage, par exemple? Tout à fait. Le premier cas d'usage que je partagerai, c'est lié à la redirection du standard. Prenons l'exemple de ChatGPT. De plus en plus d'entreprises qui comprennent l'intérêt d'une solution d'IA générative ont investi dans un Secure GPT. Et il y a plein d'autres alternatives. Souvent, c'est plusieurs millions d'euros de budget. Ils l'ont mis en place, mais ils ont un déficit d'adoption. Normal, c'est difficile, c'est du change, de faire en sorte que le comportement des employés par eux-mêmes se redirige vers le standard qu'on a mis en place. Et c'est là l'avantage de notre technologie. On va permettre de comprendre, d'écouter où sont les autres usages qui sont
adjacents à SecureGPT. Tous les outils d'IA générative, on va pouvoir les voir. Et à chaque fois, on va pouvoir partager avec une petite fenêtre, un pop-in, à l'employé le fait qu'il utilise un outil adjacent à une solution standard et qu'il doit se rediriger vers cette solution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui permettre aussi d'expliquer pourquoi il utilise son outil adjacent. Peut-être qu'il connaît la solution SecureGPT, mais c'est juste qu'il a un autre usage. Peut-être qu'il ne connaissait pas le standard. Et donc, c'est tout ce sujet qui va être intéressant de comprendre et surtout, à la fin, d'avoir une approche conditionnelle et différente et progressive pour faire en sorte ensuite que le collaborateur se redirige vers son SecureGPT. Si on permet d'augmenter et de multiplier par 2 ou par 3 les usages sur le SecureGPT où on a mis plusieurs millions d'euros, je pense que le ROI sera assez clair. Rapide, effectivement. Le deuxième cas d'usage dont je pourrais vous parler, c'est celui d'une nouvelle application qu'on ne connaît pas et qui est utilisée par des utilisateurs, par 100 employés, par 500 employés. On le voit, hein, il y a certaines applications SaaS qui ont une propagation extrêmement rapide et qui dépassent la vision de la DSI. Donc, on remarque ce type de solution. La première chose qu'on va faire, c'est envoyer aussi une pop-in au moment où ces utilisateurs sont connectés à cette application pour leur dire « Intéressant, il y a une nouvelle solution, pourquoi est-ce que vous utilisez cette solution ?» Et les raisons sont multiples. Parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce que je ne connais pas l'alternative, ou peut-être parce que je n'ai pas accès à l'alternative. C'est très important de comprendre et ensuite, selon les réponses, d'agir et de rediriger le comportement selon les réponses à ces questions. Donc en permanence, il y a un questionnement par rapport aux utilisateurs. Oui, mais qu'il n'arrive que sous des conditions de certains comportements. C'est-à-dire que l'employé, à très grande majorité, ne recevra pas cette pop-in. Il la recevra selon certains comportements, à des politiques qui auront été configurées, et il y a tellement de cas d'exemple. Donc l'enjeu, c'est de commencer avec un premier, IA générative, ou c'est de commencer avec d'autres solutions, ou c'est de commencer avec des solutions qui se propagent le plus rapidement. Dernier cas d'usage dont je voulais vous parler, c'est que parfois, un collaborateur utilise bien la bonne solution, mais il ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Et donc l'enjeu, c'est de définir des guidelines. C'est de partager de la transparence en disant « vous utilisez cette solution, voilà comment vous pouvez l'utiliser, voilà comment il ne faut pas l'utiliser ». Et de la même manière, vous pouvez envoyer ces messages au moment où les collaborateurs utilisent cette solution. Peut-être en disant « s'il utilise plus d'1 heure par jour, je vais envoyer ce type de message ». De la même manière, toujours en privacy by design, sans démontrer qui est la personne qui l'utilise. Andrea, merci pour toutes ces explications. On va se quitter avec la question que l'on pose habituellement ici dans cette émission. Notre observatoire, vous le savez, s'appelle What's Next CIO. Je vous pose cette question. C'est tout l'enjeu de tout ce que je vous ai partagé, hein. C'est comment la DSI va permettre de reconnecter avec les métiers, comment la DSI va permettre d'utiliser ce potentiel incroyable que sont les initiatives des métiers dans la digitalisation de l'entreprise. Quand un métier décide d'utiliser un SaaS, en réalité, il se digitalise avant de créer du risque. Il est en train de réinventer son métier. Si la DSI arrive à exploiter tout le potentiel des dizaines, voire des centaines de milliers d'employés qui existent dans leur entreprise, alors on aura une transformation digitale beaucoup plus forte. Donc je pense que l'avenir de la DSI, c'est une DSI qui est beaucoup plus en accord avec les métiers et qui les rende prescripteurs, acteurs de leur transformation digitale. Et je pense que c'est ce qui fera que ces entreprises iront encore plus vite dans la transformation de leur métier. Andrea, merci. Merci. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission What's Next CIO.